Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alexandra de Hobscheffer. Bonjour Alexandra. Bonjour. Tu es directrice du bureau de Paris du German Marshall Fund. Alors peut-être explique un peu qu'est-ce que le German Marshall Fund. On a tous entendu parler, mais précisément, quel est cet organisme? Alors, le German Marshall Fund of the United States, donc c'est très long, est un think tank. Donc on est un think tank transatlantique. La spécificité de cette organisation, c'est que notre siège est à Washington et on a 6 bureaux en Europe, donc Paris que je dirige, Berlin, Bruxelles, Varsovie, Belgrade, Bucarest. Également un bureau à Ankara en Turquie et 2 petites représentations à Stockholm et à Turin. Donc ce qui fait qu'on couvre véritablement l'ensemble du continent européen et qu'on a ce lien très fort via notre siège à Washington. Et donc notre rôle véritablement, c'est de sans cesse entretenir, renforcer le dialogue transatlantique sur tous les enjeux sur lesquels il nous paraît important que les États-Unis et l'Europe coopèrent ou renforcent leur coopération. Donc typiquement, les sujets qui m'occupent ici à Paris, ce sont les questions de défense et de sécurité, de plus en plus les sujets sur la Chine, mais aussi les enjeux technologiques et puis également commerciaux. Donc, on travaille sur tous ces sujets. Notre organisation, d'un point de vue historique, d'où le nom très compliqué, et je comprends que ce soit difficile, surtout en France, on a été créé en 1972, donc via en fait un fonds allemand qui continue à soutenir nos activités. Donc c'était à l'époque du chancelier allemand Willy Brandt qui est venu faire un grand discours à Harvard University en 1972 et annonçant que l'Allemagne allait donner un fonds pour pouvoir créer une fondation, donc le German Marshall Fund of the United States, qui aurait vocation à continuer à renforcer la coopération transatlantique dans l'esprit du plan Marshall. D'où ce nom compliqué, German, parce que le fonds vient de l'Allemagne, Marshall dans l'esprit du plan Marshall, et of the United States parce que le siège est à Washington. D'accord. Donc c'est une initiative allemande et en même temps cette organisation, donc il y a le siège principal à Washington, des représentations. Comment se passe le dialogue entre les différents pays européens, les bureaux européens et Washington? Est-ce que ça représente les intérêts américains en Europe? Est-ce que c'est une source, les pays européens renvoient des messages? Est-ce que cela te paraît un échange paritaire, puisque on dit toujours quand même que les échanges entre les États-Unis et les pays européens ne sont pas toujours sur un pied d'égalité? C'est très intéressant parce que je vis au quotidien la relation transatlantique et pas seulement les ententes mais aussi les divergences avec mes propres collègues qu'ils soient basés à Berlin, à Varsovie ou même à Washington. Donc ce dialogue constructif mais qui parfois mène à des désaccords entre nous est extrêmement intéressant. Donc typiquement on a énormément animé la discussion ici en France sur l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique européenne en matière de défense et de sécurité. Et donc j'invitais à cette occasion à Paris mes collègues polonais, mes collègues allemands, et puis on a élargi aux États baltes, à nos amis qui sont en Suède, mais aussi les Italiens, et on se rend compte à quel point on partage tous des visions différentes, n'est-ce pas? Et puis finalement, on s'entend sur le fond des sujets. Tout le monde aujourd'hui, tous les pays sont d'accord que l'Europe doit être plus forte aujourd'hui sur beaucoup de sujets. Tout le monde? Je pense. Les Polonais? Même les Polonais, oui. Oui, ils ont beaucoup progressé sur cette question-là. Après, ce qui fait que ce débat est toujours compliqué, c'est que l'autonomie stratégique est peut-être à défaut réfléchie ou mise en relation par rapport à notre relation avec Washington. Et notamment les Polonais perçoivent ce débat comme une opposition par rapport à Washington. Surtout venant de France. Surtout venant de France, exactement. Donc je vis ces désaccords et ces différences de perception vraiment au sein même de l'organisation, ce qui fait que on est sans cesse en train de se challenger, mais ça rend le travail d'autant plus intéressant. Oui. Une de tes fonctions, c'est aussi donc de faire remonter un sentiment français auprès des autres pays européens. On sait que
qu'on n'a pas toujours les mêmes positions, y compris avec les Allemands, d'ailleurs, notamment sur l'autonomie stratégique, Oui. et également de faire sentir ce que sont les réflexes français, les orientations françaises en la matière. Absolument, c'est très très important. Donc je suis vraiment le point de référence et la caisse de résonance des idées, des perspectives françaises sur tous les sujets aujourd'hui qui nous occupent, que ce soit des sujets stratégiques, économiques, plus politiques, d'autant plus que la voix française sur un certain nombre de dossiers pèse. Donc il faut vraiment mieux la comprendre, y compris par exemple la stratégie française dans l'Indo-Pacifique. Donc ça, on travaille beaucoup pour essayer de mieux faire comprendre aussi la politique française vis-à-vis de nos collègues américains, mais aussi européens. Et inversement, comme tu le disais dans ta première question, on aide aussi à mieux faire comprendre la perspective américaine et de nos partenaires européens ici en France. Alors le German Marshall Fund publie cette semaine, début juin, un rapport qui s'appelle Transatlantic Trends, les tendances transatlantiques. Est-ce que tu peux, c'est un rapport qui a fait donc travailler l'ensemble des bureaux, donc ça couvre assez bien quand même le paysage stratégique. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport donc, qui est publié cette semaine? Voilà, donc c'est les Transatlantic Trends. C'est un gros travail en fait, à la fois... que chacun peut télécharger, oui. On va sur le site du German Marshall Fund et on peut le télécharger. Absolument, voilà. Il sera sur la première page du GMF tout le long de cette semaine. On a aussi la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman donc, qui discutera de ces résultats avec moi également cette semaine. Donc il y a vraiment un aspect policy relevance, hein. C'est vraiment quelque chose qui a vocation à challenger aussi nos dirigeants politiques hein, sur tous les grands enjeux aujourd'hui qui impactent la cohésion de la relation transatlantique. Donc ça s'appuie sur un sondage qu'on a effectué auprès de 11 pays, donc les États-Unis, le Canada, un certain nombre de pays européens, y compris la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, la Pologne, et puis également Royaume-Uni, bien sûr, qu'on a intégré cette année, et puis la Turquie également. Ce qui fait qu'on a vraiment un panorama assez complet des perceptions de ces différents pays qui forment la relation transatlantique. Et ce qui me frappe avant tout dans ces résultats, c'est vraiment une image d'alignement, de plus grande convergence des opinions publiques à travers les 11 pays sur ce qu'on appelle maintenant les 3 C, le Covid-19, le climat et la Chine. Et sur les 2 premiers sujets, Covid-climat, ce qui me frappe, c'est qu'on nous demande aux différentes opinions quelles sont pour vous les 2 grandes priorités aujourd'hui et dans les années à venir et sur lesquelles vous avez de fortes attentes en matière de coopération transatlantique ou en matière de politique de votre pays. Et on retrouve le Covid et le climat à quasi-égalité en termes d'ordre de priorité. Sur les 11 pays, c'est-à-dire qu'il y a malgré les différences historiques, il y a une convergence dans ces 11 pays qui ont des positions généralement quand même, des sensibilités quand même différentes, oui. Aussi bien pour les pays européens que, je dirais plus encore, entre les pays européens et les États-Unis, voire le Canada. Donc là, il y a une sorte de fabrique de consensus un peu, ou de points consensuels sur ces perceptions stratégiques. Alors, il y a un consensus sur ces 2 C, Covid-climat. En revanche, il y a des sensibilités qui se font voir, notamment quand on leur demande quelles sont vos 3 grandes priorités, quand il s'agit de faire un classement des 3 priorités. Et c'est dans la 3e priorité que là, on voit exactement ce que tu décris, une différence de perception. Donc typiquement, par exemple, les Français sont les plus nombreux parmi les 11 pays sondés à dire que le terrorisme et la lutte contre le terrorisme est un sujet prioritaire pour la France, après le Covid, après le climat. Les Canadiens, les Allemands vont répondre que c'est le commerce. Donc on a une différence, et les Britanniques bien sûr, le commerce également, hein, d'autant plus dans le contexte post-Brexit. Donc c'est à partir de la 3e priorité qu'on voit effectivement les spécificités nationales. Est-ce que la France c'est le pays qui est le plus sensible au terrorisme, oui. Que sur les 11, y compris que les États-Unis? Oui. Et donc c'est parce que nous avons eu les attentats, mais d'autres pays ont également subi des attentats, mais que
Comment expliquer cette différence alors que la France, bien sûr, a été cruellement frappée par le terrorisme, mais qu'elle n'a pas été la seule à l'avoir été? C'est vrai, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort de cette étude. Le terrorisme, l'extrémisme, la lutte contre le terrorisme. C'est le reflet des débats politiques internes? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Et d'ailleurs, on avait... Ces débats politiques internes sont moins forts dans les autres pays. Exactement. Alors après, il y a disons, entre les Turcs et les Français, il y a pas mal de convergences sur l'idée d'urgence de la question du terrorisme. Hein. Donc sur beaucoup de questions, on retrouve la France, la Turquie et en troisième les Américains qui disent que le terrorisme est un sujet inquiétant. Mais pour la France, ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, on avait posé la même question. Et le terrorisme apparaissait vraiment en bas de l'ordre des priorités. Donc là, il y a un retour, on sent, cette année, des questions sécuritaires du terrorisme. C'est la scène Samuel Paty. Et... Voilà, voilà. Moi je pense que c'est vraiment lié à ces séquences-là et vraiment à cette inquiétude. Le procès des auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo aussi, qui a fait remonter tout cela. Absolument. Ouais. Voilà. Alors, il y a aussi des questions qui sont posées sur, j'imagine, l'image des États-Unis. Je suppose, pour l'instant je n'ai pas encore lu le rapport, mais je suppose que l'image des États-Unis a radicalement changé d'une année sur l'autre. Alors justement, non. Ah justement non, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que on voit qu'il n'y a pas d'effet Biden. C'est vraiment les résultats... Le sondage a été fait en mai entre avril et mars 2021. D'accord. Voilà. Okay. Donc il n'y a pas d'effet Biden, tout comme on a pu le voir à l'époque d'Obama, hein, où il y avait vraiment cet effet Obama avec des chiffres... Il y a eu une Obamania, voilà. Mais il n'y a pas une Biden-mania. Voilà. Peut-être que ça va arriver, mais en tout cas les chiffres ne le montrent pas. Et le chiffre qui pour moi est particulièrement intéressant, c'est les résultats allemands. Donc on pose typiquement la question aux 11 pays, comment percevez-vous aujourd'hui la fiabilité du partenariat qui lie votre pays aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont pour vous un partenaire fiable? Et les Allemands sont les moins nombreux, à 51%, même si ça reste beaucoup, mais par rapport aux autres c'est assez bas, à 51% disent oui, les États-Unis sont un partenaire fiable. La France, 60%, et après vous retrouvez dans la tranche plus enthousiaste les Britanniques, les Polonais et les Suédois. Donc les Allemands sont plus gaullistes que les Français aujourd'hui. Peut-être, ouais. Peut-être. Et puis à la toute fin de cette classement de la fiabilité des États-Unis, vous retrouvez la Turquie. Et pour moi, ces résultats aussi montrent un vrai problème turc. Il y a une crise de confiance mutuelle aujourd'hui entre la Turquie et les partenaires européens et américains. Ça se ressent dans plusieurs des réponses, où là, typiquement, on a plus de 70% de Français, de Suédois, de Néerlandais et autres pays qui perçoivent la Turquie comme un partenaire qui n'est pas fiable. Y compris en Allemagne? Y compris en Allemagne. Et les Turcs nous renvoient exactement la même image, donc il y a un effet miroir. Les Turcs perçoivent la France et pratiquement tous les partenaires européens et américains comme pas fiables ou vraiment pas fiables. Est-ce que cette étude montre le caractère central de l'Allemagne dans la relation transatlantique? On dit beaucoup que Biden va reprendre un peu ce qu'avait fait Obama, mettre l'Allemagne comme pays pivot, un peu au détriment de la France. Est-ce que ce sondage confirme ce présupposé? Alors le sondage confirme en tout cas que l'Allemagne est vraiment perçue comme la plus grande, la puissance la plus influente aujourd'hui en Europe, hein, une moyenne de 60% à travers les 11 pays. Mais en ce qui concerne la question sur comment les États-Unis perçoivent ou les Américains perçoivent l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est que là on a en fait un club entre guillemets anglo-saxon, on a les Canadiens, les Américains et les Britanniques hein, qui perçoivent le Royaume-Uni comme la puissance la plus influente en Europe. Et vous retrouvez l'Allemagne... Y compris avec le Brexit? Oui, y compris avec le Brexit, hein, bien sûr. Et ça, c'est une continuité par rapport aussi à l'année précédente et qui, du coup, se distingue des réponses données par les autres pays. C'est curieux parce que, en fait, l'influence quand même du Royaume-Uni est quand même d'autant plus limitée qu'ils ont quitté l'Union européenne et qu'ils n'ont pas exercé beaucoup d'influence sur les négociations. Oui, mais la perception des sociétés est telle que l'Allemagne est prédominante. En deux, c'est le Royaume-Uni, à 19% à travers les 11 pays. Et la France n'arrive qu'à 7%
perçue à travers les 11 pays. C'est une catastrophe. Comme la plus influente, Oui. voilà. Mais c'est intéressant. C'est quand même comme un données. déficit d'image extrêmement important. Oui, bien sûr. Et y compris aux États-Unis, alors qu'on se dit que la France est le partenaire sur le plan militaire, sur le plan etc. Y compris aux États-Unis, donc la France ne vient qu'en 3e position on est derrière. à peine à 10% d'Américains qui perçoivent la France comme la puissance la plus influente en France. Et même nous, Français... En Europe. En Europe, et même nous, Français, à 17%, on estime que la France est la plus influente en Europe, et 70% plus, je pense que c'était 74% des Français, perçoivent l'Allemagne comme la puissance la plus influente. Et ce qui est intéressant dans le contexte du Covid, c'est qu'on assiste vraiment à un déclin de cette perception de l'influence de la France. Donc on peut l'expliquer de différentes façons. Est-ce que c'est en raison de la gestion de la crise du Covid, en tout cas au début, qui était perçue par rapport à la gestion allemande comme moins bien. Il y a vraiment, je pense, quelque chose à tirer de ce chiffre français qui est effectivement particulièrement bas, et essayer de se poser les questions du pourquoi ce chiffre si bas. Ça peut quand même créer un électrochoc quand même. Oui. Il faut en tenir compte et ne pas se masquer. Bien sûr. La réalité est cruelle, mais c'est la réalité, donc il ne faut pas se la masquer. Bien sûr. Et donc j'imagine que ces chiffres ont dû quand même susciter quelques réactions au Quai d'Orsay ou à l'Élysée lorsque tu les as donnés. Parce que oui, il y a pas mal de débats, de discussions et d'interrogations. Et puis en même temps, je trouve que ces chiffres sont à prendre comme un miroir qui est porté sur la France, en fait. Comment sommes-nous perçus? Comment aussi est-ce que la fiabilité de la France est-elle perçue? Et la France n'est pas perçue comme un partenaire fiable. Alors, elle est majoritairement perçue comme fiable, à peu près 50%. Donc, c'est pas un problème de fiabilité, c'est un problème d'influence. Exactement. On estime qu'on peut compter sur la France, mais qu'elle a une influence qui est faible. Exactement, voilà. Alors la semaine prochaine, il va y avoir le sommet de l'OTAN. Le président Biden va venir, il va venir, et donc ça va être la première. Est-ce qu'il a d'ores et déjà réussi à réparer les liens transatlantiques qui avaient été saccagés? Il n'y a pas d'autre mot par Donald Trump. Et après, question corollaire, certains, tout en s'enrichant, disaient le risque, c'est que Sleepy Biden... qui est très actif en fait, il n'est pas du tout ciblé, il pourrait non pas être lui, s'endormir lui, mais endormir les Européens qui commençaient un petit peu à aller vers une souveraineté européenne et qui vont se dire c'est plus la peine de faire des efforts puisque Biden est là. Donc sur ces deux points, quel est ton sentiment? Alors je pense que pour la première question sur la réparation, je pense que là c'est mission accomplie. Biden et il y avait vraiment de fortes attentes des Européens envers Washington, il a réparé le lien transatlantique. Ça, disons que c'était la partie, entre guillemets, la plus facile, c'est-à-dire de réparer les dommages créés par son prédécesseur Donald Trump. Là, on entre dans une phase un peu plus complexe, où c'est plutôt la partie comment réformer le lien transatlantique, comment revitaliser ce partenariat transatlantique en ne retombant pas peut-être sur des modalités de fonctionnement à l'ancienne. Et typiquement, par rapport à la deuxième question, oui, Trump a laissé en héritage cette plus grande assertivité de la part de l'Europe sur un certain nombre de sujets, où il n'y a pas forcément une vision partagée avec la vision américaine, et je pense que ça reste, et on le voit notamment dans toutes les questions un peu plus sensibles, les questions commerciales, les questions technologiques, ou même la relation avec la Chine, on le voit dans le débat français notamment, une volonté de ne pas totalement s'aligner sur la posture américaine vis-à-vis de la Chine, et notamment de développer des partenariats avec les puissances asiatiques, que ce soit le Japon, l'Inde, l'Australie, qui ne rentrent pas dans le cadre fixé par l'administration Biden. Or, pour moi, le sujet Chine,
c'est vraiment le sujet où il y a le plus de risques de tension entre Washington et les partenaires européens. On sent de plus en plus, et la séquence que tu viens de citer, G7, OTAN, US-UE, on va voir énormément de Chine dans ces discussions transatlantiques. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une discussion purement euro-américaine, mais c'est tout de suite la Chine qui occupe le terrain. Même à l'OTAN, c'est que l'OTAN est une alliance militaire. Il est quand même curieux. On peut être tous d'accord que la Chine est un défi pour les Européens, mais est-ce que c'est à l'OTAN de traiter du cas chinois ? Alors c'est vrai que Washington, et ça c'est une continuité par rapport à Trump, a tendance à vouloir otaniser beaucoup de sujets, qui peut-être ne devraient pas l'être. Hein. Je suis assez d'accord. Il y a la Chine. Maintenant, il y a aussi le climat qui est discuté, par exemple, dans le cadre de l'OTAN. Est-ce que ce sont vraiment des sujets qui devraient être traités dans le cadre de l'OTAN, qui, comme tu le rappelles, est une alliance militaire? Donc, quand les sujets sont abordés dans le cadre otanien, vous avez de facto une quasi-militarisation de l'enjeu, voire de la réponse à ce défi. Et c'est ça qui perturbe aussi un certain nombre de pays européens. Et en plus de ce cadre OTAN, vous avez maintenant un dialogue d'ailleurs qu'a lancé officiellement la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman, le dialogue US-UE sur la Chine, donc pour traiter de sujets un peu moins militaires, mais pour traiter de sujets comme la technologie, les infrastructures, et on voit aussi l'obsession de Biden de sans cesse demander aux Européens, réfléchissons ensemble à une alternative à la Belt and Road, à cette route de la soie chinoise. Pourquoi est-ce que les Européens et les Américains ne pourraient pas eux aussi investir dans leurs infrastructures, essayer de proposer en fait une alternative à ce que propose la Chine? Et on voit dans le logiciel américain aujourd'hui cette obsession vraiment de sans cesse se situer, se comparer par rapport à ce que fait la Chine, et à essayer de faire en sorte que l'Amérique garde sa suprématie. Est-ce que ce n'est pas un piège pour les Européens, puisque on a un agenda qui est par moments compatible avec celui des États-Unis par rapport à la Chine, mais sur d'autres sujets, sur d'autres moments, on n'a pas tout à fait le même agenda en tous les cas. Sûr. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque d'otaniser justement la relation avec la Chine, de faire ce que Mitterrand appelait la Sainte Alliance, et finalement de faire de l'OTAN une sorte pour la revitaliser, pour toujours lui donner des sujets, d'aller dans une prophétie auto-réalisatoire, et finalement à faire monter les tensions avec la Chine à force d'otaniser la relation avec elle. Alors la Russie reste quand même la priorité de l'OTAN, ça c'est évident, mais c'est vrai que pour les États-Unis, la plus grande menace d'un point de vue géopolitique aujourd'hui, c'est la Chine. Et contrairement à Trump qui agissait de manière unilatérale ou bilatérale avec la Chine, là on a une administration Biden qui veut véritablement embarquer les Européens dans cette compétition-là. Et finalement, alors je pense que Européens et Américains, d'ailleurs ça se reflète dans l'étude, on partage le même diagnostic du challenge que représente la Chine. On le voit véritablement ici, à quel point par exemple la question des droits de l'homme par rapport à l'année dernière émerge vraiment comme une question sur laquelle Européens et Américains souhaiteraient voir davantage de coopération transatlantique. L'enjeu technologique inquiète aussi les opinions et souhaiterait voir les États-Unis et les Européens coopérer davantage. La cybersécurité, donc tout ce qui est un peu digital, numérique, cybersécurité, ça inquiète de plus en plus les opinions. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est totalement aligné sur les politiques ou les approches à mettre en place? Non. Et ce sera d'ailleurs l'objet de beaucoup de ces discussions au sein de l'OTAN et au sein du sommet US-UE, que aussi pour les Européens leur donner l'occasion de présenter aussi leur approche, leurs idées, et face à une administration Biden qui a une idée très très claire de ce qu'elle veut faire, avoir une Europe qui sait aussi formuler une forme de cohérence politique, diplomatique sur tous ces dossiers-là sera très important et bien reçu du côté de Washington. Dernière question, on arrive malheureusement à l'issue de cet entretien. Un sujet qui a longtemps opposé, et gravement opposé, Européens et Américains, mais pas seulement du côté du temps de Trump, c'était antérieur, c'est l'extraterritorialité de la législation américaine.
Est-ce que Biden va faire des gestes? Il a levé les sanctions sur le gazoduc Nord Stream, ou est-ce que là, il va reprendre que c'est un point qui ne se discute pas aux États-Unis? Alors, il a fait effectivement quelques concessions, notamment à l'égard des alliés européens, et je pense qu'il y avait de fortes attentes, et il a raison de le faire. En revanche, c'est un outil qui est à la disposition de la plus grande puissance mondiale que restent aujourd'hui les États-Unis, et donc ils n'hésiteront pas à utiliser cette arme économique et financière pour influencer ou pour faire pression, y compris dans certains cas sur nous, alliés européens. Donc ça, c'est une arme qui est à la disposition des États-Unis, que nous n'avons pas, qui est sans équivalent dans le monde et qu'ils n'hésiteront pas d'utiliser. Après, c'est à nous aussi, Européens, justement, d'engager un dialogue qui soit très ferme sur tous ces sujets-là. Et ce sera le cas notamment... Et tu sens, dans les contacts que tu as avec tes bureaux, tes collègues des autres bureaux européens, la volonté de le faire, ou on n'ose pas? Les Allemands, on a vu d'ailleurs, avant la séquence diplomatique qui s'annonce, l'Allemagne envoyait une délégation de haut niveau à Washington, justement pour parler des sanctions dans le cadre du projet Nord Stream 2. Donc les Allemands, les Français et d'autres pays ont quand même une envie d'envoyer des messages clairs à Washington, que certes ils ont cet outil à leur disposition, mais que c'est à utiliser avec modération, et notamment toute cette question de l'extraterritorialité des sanctions pour des raisons de sécurité nationale américaine aujourd'hui ne passe absolument plus en Europe. Donc c'est un débat et c'est un sujet qui sera discuté au sommet bilatéral US-UE. Merci Alexandra pour ce tour d'horizon. Je renvoie donc à la lecture du Transatlantic Trends que l'on peut télécharger sur le site du German Marshall Fund of United States. Merci beaucoup Pascal.